Alors, la plupart des civilisations ont utilisé les cycles astronomiques pour mesurer le temps. En observant les courses régulières du Soleil, de la Lune et des étoiles, il est possible de définir un ensemble de règles qui rythment le cours de l'année et d'anticiper les changements saisonniers. Il est probable que cet aspect utilitaire soit un des facteurs de la naissance et du développement de l'astronomie. Toutefois, lorsqu'on mesure le temps à partir des phénomènes célestes, un problème d'emblée se pose. Il n'y a pas de cycle astronomique dont la durée soit le multiple de la durée d'un autre cycle astronomique. Il n'y a pas un nombre entier de jours dans une année solaire, il n'y a pas un nombre entier de jours dans un mois lunaire, et il n'y a pas un nombre entier de mois lunaires dans une année solaire. À ce titre, il nous semble que deux enjeux primordiaux traversent l'histoire de la mesure du temps. Mettre au point des instruments plus précis pour mesurer la durée des cycles astronomiques et élaborer des méthodes de calcul pour coordonner ces cycles astronomiques et compenser les écarts périodiques. Les méridiennes installées dans les églises observatoires sont au croisement de ces deux problématiques. Apparues en Italie au cours du XVIe siècle, elles furent associées à la réforme du calendrier. Et au siècle suivant, elles servaient d'instruments de vérification, fournissant de précieuses observations pour la science astronomique. Afin de comprendre pourquoi les autorités religieuses ont autorisé que l'on perce la voûte des églises, il faut remonter aux origines de l'histoire du calcul de la date de Pâques. Donc là, c'est le plan de la première partie. D'après la Bible, le monde a été créé selon la mesure. Pourtant, la création comporte de nombreux problèmes pour l'astronomie. La Lune accomplit ses phases en 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2 secondes, et le Soleil met 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 45 secondes, pour aller d'un équinoxe de printemps à l'autre. Les concepteurs de calendrier ont dû faire leur possible pour adapter ces nombres décimaux aux pratiques religieuses, politiques et sociales. Pour attribuer une date à ces événements, le procédé le plus simple est de faire appel soit au cycle solaire, soit au cycle lunaire. Les Hébreux ont choisi la Lune, les Romains, à la suite de César, ont choisi le Soleil. Et les chrétiens, cherchant un compromis entre la culture juive et la culture païenne, ont choisi les deux. Pour qu'une date du calendrier reste fixe par rapport aux saisons de l'année, le cycle solaire doit être construit de telle manière que les 5 heures, 48 minutes et 45 secondes correspondent à un nombre entier. En ajoutant un jour tous les 4 ans, tel que cela a été décidé pour le calendrier julien, on rendait l'année trop longue de 11 minutes. Nous verrons par la suite tous les inconvénients que cela a généré. De tout temps et dans de nombreuses cultures païennes, au printemps on fête la lumière, la renaissance de la nature après les longs mois d'hiver, ce qui était parfois symbolisé par le retour, le réveil d'une divinité. Dans l'Antiquité, au Proche-Orient, les Cananéens, les Babyloniens et les Mésopotamiens offraient à leurs dieux les prémices de leur moisson. La Pâque juive et la Pâque chrétienne peuvent être considérées comme l'un des derniers avatars de ces fêtes du renouveau. Ainsi, il est important pour que ces célébrations conservent leur lien sensoriel avec les rythmes saisonniers, qu'elles se situent au début du printemps ou du moins d'être proches du début du printemps. Le commencement du mois hébraïque est déterminé par la détection d'une lune nouvelle, au crépuscule. L'observation officielle, réalisée par une commission nommée par le Sanhédrin de Jérusalem, était promulguée par les grands rabbins. Comme la Lune accomplit ses phases en 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2 secondes, pour passer d'une lune nouvelle à la suivante, il était difficile de prédire longtemps à l'avance la durée des mois qui doivent contenir un nombre entier de jours. Un calendrier purement lunaire ne respecte pas les saisons, mais les Hébreux n'ont cependant pas poussé leur système calendaire jusqu'au point d'ignorer l'année. Leur année comporte 12 ou au besoin 13 mois. Les Hébreux commencent toujours leur Pâques ou Pessa le jour de la pleine lune du mois de Nissan. Or, il manque un peu moins de 11 jours pour que la durée de 12 lunaisons soit égale à une année solaire. Si une année, le 14e jour de Nissan, coïncide avec l'équinoxe de printemps, alors l'année suivante, 12 mois lunaires plus tard, ce jour se produira 11 jours avant l'équinoxe. La troisième année, il devancera l'équinoxe de 22 jours et la quatrième année de plus d'un mois. Pour que Pessa se tienne toujours au printemps, les Hébreux introduisaient ou intercalaient un 13e mois, juste avant Nissan, chaque fois que l'exigeait le dépassement. Mais ces intercalations n'étaient pas effectuées selon une méthode régulière. Dans la seconde partie du IVe siècle, Hillel II introduisait la transformation du calendrier aléatoire fondé sur la seule observation des cieux. Ce savant juif opéra pour la première fois la jonction exacte entre les cadences respectives des mois lunaires et des saisons solaires, en établissant un modèle récurrent aux intercalations. Cette adéquation repose sur l'introduction de 7 années embolismiques, les années embolismiques sont les années de 13 mois, dans un cycle de 19 années, appelé cycle de Méton. D'un point de vue astronomique, il signifie que tous les 19 ans, la Lune revient à la même position dans le ciel. Depuis, on a découvert que ce cycle n'était pas parfait, mais dans l'Antiquité, il était impossible de relever les irrégularités avec les instruments en usage.
Les Romains, quant à eux, tentèrent d'abord de mettre au point un calendrier qui respecte à la fois le soleil et la lune. Mais la procédure devint si compliquée que Jules César dut faire en l'an 44 avant Jésus-Christ une année de 445 jours, afin de restituer à l'équinoxe de printemps sa date calendaire traditionnelle, le 25 mars. Cette réforme désolidarisa la durée des mois des mouvements de la Lune. Mais quelle que soit la répartition des jours dans les mois, leur somme ne fera jamais une année. Pour que la date de l'équinoxe vernal reste voisine du 25 mars, il était nécessaire d'avoir une valeur précise de la durée de l'année et d'établir un schéma d'intercalation. C'est Sosygène, un astronome venu d'Alexandrie, qui était le centre de l'érudition mathématique du monde hellénistique, qui trouva une solution. Il y attribua à l'année 365 jours et 6 heures, et suggéra que si une année sur 4 avait 366 jours, et les 3 autres 365 jours, l'équinoxe de printemps resterait à la même place dans le calendrier. Le jour intercalaire fut placé tous les 4 ans après le 24 février. Il fut qualifié de bissexte pour une raison liée à la dénomination des dates dans le système romain. Grâce à l'ajout de ce jour et au calcul de Sosygène, l'équinoxe put se maintenir à la date du 25 mars durant de nombreuses années. Toutefois, la différence entre l'année julienne et la durée séparant deux équinoxes étant de 11 minutes, au bout de 400 ans, l'équinoxe du printemps se produisait toujours plus tôt que la date calendaire voulue par César. Pâques est la fête la plus importante du christianisme, le mystère pascal qui symbolise la résurrection du Christ et une promesse de salut universel au cœur de la foi chrétienne. Mais afin que les croyants s'assurent de l'efficacité de la grâce, il est nécessaire de célébrer cette fête à la bonne date. Or, la fête de Pâques était célébrée de façon diverse par les églises chrétiennes primitives. Certaines des premières églises continuaient à célébrer la Cène le jour de la Pâque juive, en particulier les églises syriaques. D'autres, telles l'église de Rome, fêtaient Pâques le dimanche suivant la Pâque juive, mettant ainsi l'accent sur la résurrection au lendemain du Shabbat. Dès la fin du IIe siècle, des synodes sont organisés pour fixer à cette célébration une date commune à tous les chrétiens, sans que les autorités religieuses parviennent à s'entendre. Finalement, en 325, au premier concile de Nicée, il est décidé que le calcul de la date de Pâques se ferait selon une règle fixe. Ainsi, Pâques est le dimanche qui suit le 14e jour de la Lune qui atteint Saint-Âge le 21 mars ou immédiatement après. Autrement dit, d'une manière moderne, le premier dimanche qui suit la première lune advenant pendant ou après l'équinoxe de printemps. La décision des pères, influencée par les croyances du temps, ne fut pourtant pas motivée par des raisons astronomiques, historiques ou théologiques, mais par des raisons politiques et pratiques. Il fallait que Pâques ne tombe pas en même temps que la Pâque juive ou la Pâque des mouvements hérétiques. Les évêques revinrent donc du concile avec une définition claire de la date de Pâques, mais sans méthode précise pour la calculer. Chaque église utilisa sa solution particulière. Il fallut attendre le milieu du VIe siècle pour que les diverses églises chrétiennes adoptent progressivement une méthode commune de calcul de la date de Pâques. Selon la tradition, c'est le moine byzantin Denis le Petit, qui travaillait à Rome dans l'entourage du pape, qui élabora ce nouveau compute. Cette méthode respecte exactement la définition du concile de Nicée. Elle prit le statut de méthode canonique, mais mit fort longtemps à être appliquée localement. Par la suite, le moine Bède le Vénérable compléta le travail de Denis le Petit pour parvenir à réduire le calcul de la date de Pâques à une formule mathématique. Ainsi, il n'est plus nécessaire de refaire le calcul chaque année. Pâques est le produit d'une opération qui repose sur deux données astronomiques, un cycle lunaire de 19 ans, le cycle de Méton, où au bout de 19 ans la Lune se retrouve à la même position, et un cycle solaire de 28 ans, où les jours de la semaine dans le calendrier julien se retrouvent aux mêmes dates. Le produit des deux donne 532 ans, période permettant de ramener la lune de Pâques au même mois et au même jour de la semaine. Ce cycle est appelé grand cycle pascal ou Annus Magnus. Dès l'époque de Charlemagne, autour de l'an 800, on pouvait noter des divergences entre les lunes pascales des calendriers et celles qui étaient observées. Les différences annuelles de 11 minutes s'étaient accumulées depuis le concile de Nicée. Elles totalisaient 3 jours et 18 heures. L'équinoxe vernal se produisait alors le 17 ou 18 mars plutôt que le 21 mars comme indiqué par les tables. Au début, personne ne savait si c'était un problème de comptage ou de méthode utilisée qui était en cause. Charlemagne s'adressa à l'intellectuel le plus savant de son époque, Alcuin d'York, qui ne put fournir aucune suggestion pratique pour faire mieux que ses prédécesseurs. Les computistes ultérieurs à Alcuin cessèrent de maîtriser les rudiments mêmes de l'astronomie et ne purent qu'assister impuissants à l'aggravation des erreurs dans le calcul de la date de Pâques. Au XIIe siècle, le clergé décréta que les paramètres de leurs prédécesseurs ne fournissaient plus les dates pascales en harmonie avec les cycles astraux. Il y eut donc de la part de l'Église une incitation à étudier minutieusement les mouvements apparents du Soleil et de la Lune. Les savants se mirent à consulter les textes mathématiques de la Grèce ancienne, et c'était justement la période où ces textes
étaient traduits en latin à partir des versions arabes. Le plus important de ces textes était la grande composition ou Almagès de Ptolémée. L'astronome grec proposait une théorie géométrique pour décrire les mouvements des planètes, de la Lune et du Soleil. Sa représentation de l'univers était géocentrique, ce qui semblait le plus évident à la perception immédiate des phénomènes astraux. Sa théorie avait de plus l'avantage d'être en adéquation avec la physique d'Aristote, œuvre à nouveau disponible à cette époque. Au cours des siècles suivants, de nombreux savants purent faire progresser les connaissances astronomiques, rendant envisageable la réforme du calendrier. En 1582, le pape Grégoire XIII décida dans la bulle Intergravissimas que le jeudi 4 octobre 1582 serait immédiatement suivi par le vendredi 15 octobre pour compenser le décalage accumulé au fil des siècles depuis le premier concile de Nicée en 325. Le passage du calendrier julien au calendrier grégorien n'a pas eu lieu au même moment partout dans le monde, ce qui n'a pas manqué de causer des confusions. Demandée par le Concile de Trente, la réforme intervint au moment des guerres de religion. Le refus d'adopter le nouveau calendrier grégorien nouveau style au profit du calendrier julien ancien style était principalement fondé sur une opposition politico-religieuse à la papauté. Imposé par Grégoire XIII dans les États pontificaux, le calendrier grégorien fut aussi immédiatement adopté par l'Espagne, l'Italie, la Pologne et le Portugal. En France, Henri III l'adopta le 9 décembre 1582. Dont le lendemain fut le 20 décembre 1582. À part quelques initiés, la majorité de la population fut prise de court par cette réforme qui s'appliqua assez brusquement. De l'ordonnance royale du 2 novembre à la suppression des 10 jours de décembre, il ne se passa pas beaucoup de temps. Le nouveau calendrier fut reçu de manière différente selon d'une part le niveau d'instruction et d'autre part la religion. Dans le domaine des contrastes, tout se passa relativement bien. Le Parlement de Paris avait bien insisté sur le fait que les termes ne seraient pas raccourcis de 10 jours. De leur côté, les tribunaux royaux veillèrent à ce que cette règle fût strictement respectée. Les plus instruits, eux, accueillirent assez favorablement le nouveau calendrier en ne manquant pas au passage de blâmer l'obscurantisme populaire, comme l'a écrit Jérôme de la Tour dans son article sur la réception du calendrier grégorien. Quant aux pays protestants, ils n'adoptèrent le calendrier grégorien qu'au XVIIIe siècle, préférant, selon la formule de Kepler, être en désaccord avec le Soleil plutôt qu'en accord avec le pape. Le calendrier grégorien étant fondé sur une nouvelle valeur de la durée de l'année solaire, la méthode d'intercalation des jours bissextiles diffère du calendrier julien. Dans le calendrier julien, tous les millésimes plus multiples de 4 sont des années bissextiles. Dans le calendrier grégorien, les années séculaires ne sont normalement pas bissextiles. On parle alors d'années communes. Les années 1700, 1800 et 1900 furent donc bissextiles dans le calendrier julien et communes dans le calendrier grégorien. Par contre, les millésimes multiples de 400, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200 sont bissextiles dans les deux calendriers. C'est ainsi qu'il est possible de stopper la divergence de la date des équinoxes, de contenir sa variabilité sans pour autant fixer à une date unique leur date d'apparition. L'année civile du calendrier grégorien est de 365 jours. L'année tropique est d'environ 365 jours, 6 heures 48 minutes. Les équinoxes se produisent donc quasiment 6 heures plus tard d'une année sur l'autre. Les années bissextiles permettent de décaler les dates des équinoxes d'une journée tous les 4 ans. Ce décalage bissextile compense en partie la différence entre l'année civile et l'année tropique, mais au bout de 130 ans environ, il conduit les équinoxes à se produire une journée plus tôt. Et c'est là où intervient en fait la suppression des années bissextiles pour les années séculaires, parce que ça permet de ramener l'année bissextile, ce que ne permettait pas en fait le calendrier julien. Et ce point est partiellement compensé par l'absence d'année bissextile pour les années divisibles par 100, mais pas par 400. Et donc les équinoxes avec le calendrier grégorien sont contenus entre le 19 mars et le 21 mars. Et on voit donc tous les 130 ans, elles se décalent d'un jour. Mais comme il y a la compensation du fait qu'on enlève des années bissextiles pour les années 1700, 1800, 1900, mais pas pour les années multiples de 400, elles se trouvent contenues entre le 19 et le 21 mars. Voilà, il y a une sorte de série comme ça qui s'opère. Ainsi, dans ce contexte de réforme du calendrier à la Renaissance, la grande affaire des astronomes occidentaux est la connaissance de la durée de l'année. L'autre objectif qu'ils poursuivaient était la détermination de la variation de l'obliquité de l'écliptique. D'un point de vue géocentrique, l'écliptique est le grand cercle représentant la projection sur la sphère céleste de la trajectoire annuelle apparente du Soleil. On ne verra pas ce point qui est lié à la question de la précession des équinoxes, mais il est important de souligner que la construction des méridiennes était aussi motivée par des problématiques astronomiques
indépendante des controverses religieuses. La variation de l'obliquité de l'écliptique demande des mesures précises et les astronomes ne disposant pas d'instruments très performants, ce contexte leur fut favorable pour leur permettre de mettre en place de grandes méridiennes dans des lieux protégés tels les églises et les cathédrales. Ces installations sont apparues en Italie au cours du XVIe siècle, à Florence, à Bologne, à Rome, et en France le siècle suivant à l'Observatoire de Paris à Saint-Sulpice, et ne deviendront obsolètes pour l'astronomie qu'à la fin du XVIIIe siècle. L'astronomie a une dette importante envers Bologne. Le 20 octobre 1388, au Conseil général de la ville est déclaré « Messieurs du Vénérable Conseil, il nous faut construire une belle et honorable église pour notre saint patron San Petronio, située sur la place de notre ville, de telle manière que cette entrée se situe face à cette place. » Le seul côté disponible sur la Piazza Maggiore était en direction du sud, et pour construire l'église avec la façade sur la place, il fallait l'orienter dans une direction nord-sud, ce qui n'est pas orthodoxe d'un point de vue liturgique, mais particulièrement avantageux pour l'observation de la trajectoire du Soleil. Pendant des siècles, les églises de la chrétienté ont été orientées dans une direction est-ouest, pour que le prêtre puisse célébrer la messe tournée vers Jérusalem. Les Bolonais, qui voulaient une église monumentale, authentique symbole de la fierté de la ville, ont ignoré cette règle. La construction de cette église fut une grande contribution à l'histoire de l'astronomie, parce qu'elle a permis involontairement l'installation en son sein de deux méridiennes qui, à des époques différentes, ont participé au progrès de cette science. La tâche de construire cet imposant édifice fut confiée à l'architecte Antonio di Vicenzo. Mais après la pose de la première pierre au cours de l'année 1390, les travaux avancèrent lentement. La ville de Bologne connut de nombreuses difficultés économiques et politiques. L'église ne fut réellement achevée qu'en 1538. Ignazio Danti, mathématicien et artiste dominicain, séjourna à Bologne de 1575 à 1583. À cette époque, le conseil de la ville, face à l'urgence de la réforme du calendrier, le sollicita pour installer une méridienne. Il fut le premier à percer la toiture de l'église de San Petronio et à défoncer le sol dans l'intérêt de la science. Il y fit construire une méridienne intérieure horizontale de temps vrai qui lui procura une exceptionnelle réputation et le fit accéder à la charge de cosmographe pontifical. C'était la première fois au monde qu'on construisait une méridienne complète, capable de fonctionner d'un solstice à l'autre. Danti l'avait destiné à l'observation des solstices et des équinoxes et y avait observé le solstice d'hiver de 1575. L'œilleton qui permettait le passage des rayons du soleil était placé dans une fente de la muraille méridionale, à une hauteur de 67 pieds, et la ligne méridienne qui complétait l'instrument traversait obliquement la nef centrale. Cette installation permit à Danti de recueillir de précieuses informations astronomiques sur la longueur de l'année, qui furent utiles pour effectuer la réforme du calendrier, dont il fut l'un des plus importants initiateurs. Il est probable qu'à l'origine, la ligne était exactement parallèle au méridien, à l'époque où elle avait été tracée. Mais avec le temps, le sol s'affaissant, la ligne s'était déplacée. Ce doute avait été soulevé par de nombreux scientifiques, mais ensuite tous arrivèrent à la conclusion que la déviation était due à la position de l'œilleton calculée par Danti. Aujourd'hui, toute trace de cette méridienne a complètement disparu à la suite des reconstructions successives du sol de l'église. Vers 1650, la décision d'agrandir l'église est prise. Vers 1650, la décision d'agrandir l'église de San Petronio est prise. Les travaux devant endommager la méridienne de Danti, les architectes se mirent en quête d'un expert capable de remonter l'ouvrage. Jean-Dominique Cassini, l'un des successeurs de Danti au poste de professeur de mathématiques de l'université de Bologne, était le savant le plus à même d'accomplir cette tâche. Il pensait pouvoir tirer avantage de l'agrandissement de l'église afin d'obtenir un instrument plus précis. En fait, sa volonté était d'améliorer les connaissances astronomiques de son temps et de résoudre ainsi certains problèmes majeurs. Mais avant d'aborder la question de son fonctionnement et l'étude des étapes de sa construction, nous allons voir quelques notions d'astronomie pour bien comprendre l'intérêt des observations obtenues grâce à cet instrument. Variation du jour dans l'année. Au printemps et en été, la Terre s'éloigne du Soleil, la durée du jour s'allonge. En automne et en hiver, la Terre se rapproche du Soleil, la durée du jour se raccourcit. Le solstice est l'événement astronomique qui se produit lorsque la position apparente du Soleil, vue depuis la Terre, atteint son extrême méridional ou septentrional, en fonction du plan de l'équateur céleste. Il s'oppose ainsi à l'équinoxe qui se produit lorsque la position apparente du Soleil est située sur l'équateur céleste. L'équateur céleste étant la projection de l'équateur sur la sphère céleste, il n'est pas au niveau de l'horizon, il dépend de la latitude. Et plus on se rapproche de l'équateur, plus l'équateur céleste est haut,
si on part dans l'hémisphère nord. Et plus on se rapproche des pôles, plus l'équateur se retrouve à raser l'horizon. Le méridien. Le méridien céleste, soit un observateur haut situé à la surface de la Terre. Le plan méridien haut est le plan passant par haut, par la verticale Z du lieu et le pôle céleste P. Ça représente tout ce cercle qui coupe la sphère par son milieu. L'intersection du plan méridien avec la sphère céleste, donc la partie haute de la sphère, avec la sphère céleste donne le méridien céleste du lieu. Donc, vous avez, alors, en fait, cet arc de cercle, ce demi-cercle, forme le méridien céleste, passant par les pôles et le zénith de l'observateur. Donc le pôle sud, le pôle nord et le zénith juste au-dessus, le point le plus haut au-dessus de l'observateur. L'intersection de ce plan avec le plan horizontal donne la direction nord-sud et la direction est-ouest lui est perpendiculaire. Donc la méridienne va exactement passer entre le pôle sud et le pôle nord et elle est la projection du méridien céleste au niveau du Soleil. Il faut savoir qu'en fait il y a autant de méridiens qu'il y a de positions. C'est-à-dire, ici, je n'ai pas fait le test, mais en utilisant une application, je pourrais très bien, j'invente, je ne sais pas, imaginons que le sud est là, le méridien céleste part au-dessus de moi et la projection va venir ici et je pourrais faire les mêmes tests que fait Cassini en situant, avec les instruments modernes, en situant exactement le sud, puisque c'est exactement au sud, à midi, que l'on voit le soleil au plus haut dans le ciel. Alors, trajectoire du soleil et coordonnées géographiques. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les données astronomiques permettent de définir des coordonnées géographiques, à savoir les latitudes. Ce qui définit l'équateur, c'est le lieu où au cours d'une année, le soleil passe directement au zénith 2 fois lors des équinoxes de mars et de septembre. Les lieux situés sur l'équateur connaissent les levées et couchers de soleil les plus courts. Il s'agit également des endroits du globe où le soleil se déplace directement du zénith au nadir et inversement. Donc, là, si on imagine le méridien céleste des équateurs, le soleil va varier autour du méridien céleste, mais va rester au niveau de cette déclinaison solaire, donc bien au-dessus de l'observateur. Tandis que si on se place au pôle, donc l'équateur céleste étant au niveau de l'horizon, en fait le soleil va varier au-dessus et en dessous de l'équateur céleste, au-dessus au solstice d'été, en dessous au solstice d'hiver, et au niveau de l'équateur céleste durant les équinoxes. Et donc, 6 mois de l'année, on verra le soleil au-dessus de l'équateur, 6 mois de l'année, il sera en dessous de l'équateur, de l'équateur céleste. Tandis que pour l'observateur qui se situe à l'équateur céleste étant au-dessus de lui, on verra le soleil varier comme ça autour de l'équateur, toujours au-dessus de l'observateur. Et donc il y a vraiment, c'est ça qui est intéressant, c'est que les méridiennes, ce qu'on va voir avec les calculs, manifestent cette correspondance qu'il y a entre la géographie et les trajectoires du soleil. Donc voilà, là on peut voir la position du soleil à l'équateur, ou la position du soleil à une latitude dans l'hémisphère nord. Bien sûr. Et là, on voit bien les deux solstices d'hiver et d'été où se trouve le soleil et au moment des équinoxes, et ce qui caractérise l'équateur, cette latitude, c'est que 2 fois dans l'année, on va trouver le soleil au zénith. Tandis que quand on reste, en fait, je ne sais pas si je l'ai dit, quand on reste au niveau des tropiques, ce n'est qu'une seule fois dans l'année. Donc toute la bande qui représente les coordonnées géographiques des tropiques, c'est une seule fois dans l'année. Et dès qu'on dépasse le cercle polaire c'est la bande où il existe au moins une journée où le soleil ne se lève pas. Et c'est en fait, c'est comme ça qu'ont été déterminées les différentes latitudes, ce qui différencie les latitudes, ce qui rappelle quelque part les climats dans l'Antiquité. Les schémas des climats, je ne suis pas sûr, je ne veux pas dire de bêtises que si les climats étaient fondés sur les mêmes données. Mais j'ai l'impression que c'est une réminiscence des climats qu'on retrouve dans l'Antiquité chez les géographes grecs, mais aussi après chez Isidore de Séville, les géographes du Moyen-Âge. Alors, caractéristiques théoriques.
Durant l'Antiquité et le Moyen-Âge, beaucoup de cadrans solaires ont été réalisés pour obtenir un vaste champ horaire. Avec la méridienne, on obtient uniquement l'instant où le Soleil est in méridie, quand il traverse le méridien du lieu. En d'autres termes, la méridienne indique le moment du midi vrai local. L'instrument est comparable à une horloge solaire horizontale où le gnomone n'est pas un axe, mais un trou placé très haut, d'où les rayons solaires en entrant produisent un cône de lumière. Donc là, c'est le trou placé très haut, l'œilleton, c'est celui qui est indiqué par la flèche d'en haut. En se projetant au sol, ce cône lumineux a les mêmes caractéristiques que la chambre noire de l'appareil photo. Grâce à ce phénomène optique, l'image apparaissant sur le sol a les dimensions précises du disque solaire. Peu avant midi, quand les rayons du soleil commencent à entrer par l'œilleton, on réussit à voir cette image solaire qui, avec les minutes passent, se rapprochant toujours plus de la ligne méridienne. À l'instant précis où l'image est centrée, c'est le midi de temps vrai ou local. Un tel instant coïncide avec la hauteur maximum du soleil au-dessus de l'horizon ce jour-là. On a alors la division exacte entre l'aube et le coucher du soleil, et l'astre se trouve parfaitement dans la direction sud. Comme la hauteur du soleil varie d'un jour à l'autre, les limites projetées au cours de l'année sont le solstice d'été, où l'image du soleil se trouve projetée sur le point vertical le plus proche de l'œilleton, et le solstice d'hiver, où l'image du soleil est à la distance la plus grande de la verticale de l'œilleton. La méridienne a deux fonctions principales. La méridienne a deux fonctions. Ah, alors là on ne le voit pas. Alors, je vais avancer parce que. Alors là c'est le plan justement. Voilà. La méridienne est avec le soleil. Là. Quelque chose. Voilà. Donc c'est pas très clair. La précédente, c'est un peu mieux. Alors, il faut imaginer. Là, Dans toute sa longueur. Voilà. Là, ce plan-là. Et en fait, voilà, simplement, on voit se déplacer l'image solaire. Et le moment précis où elle se trouve sur la méridienne, c'est le midi vrai local. Voilà. Alors, la méridienne a deux fonctions principales. La première est d'indiquer le midi chaque jour de l'année. La seconde, une fonction mnémonique, étant donné que les rayons solaires produisent à cette heure-là, suivant les jours, un angle différent. Cet instrument peut être considéré comme un immense triangle rectangle. Son côté vertical H correspond au gnomone virtuel dont la longueur est la distance entre l'œilleton et le sol. Du centre de l'œilleton, l'axe des rayons solaires projetés sur le sol forme l'hypoténuse. Le côté horizontal L correspond à la distance entre le point vertical et le centre de la projection des rayons solaires. La valeur Z est donc l'angle que l'axe des rayons solaires forme avec la verticale et égale à la somme entre la latitude locale et la déclinaison solaire. La déclinaison solaire étant l'inclinaison des rayons solaires avec le plan d'équateur. Donc, en fonction de la latitude locale et la déclinaison solaire, on arrive à avoir l'angle zénital. L'angle zénital, en fait, c'est l'angle que va former le soleil, les rayons du soleil, avec l'axe entre l'observateur et le zénith. Tandis que la déclinaison solaire, la différence, c'est que la déclinaison solaire se fait en fonction de l'équateur céleste. Mais étant donné que l'équateur céleste se trouve à, je sais pas exactement, à 30 degrés, on peut avoir, si on a une déclinaison solaire qui est à 0, ça ne veut pas dire que le soleil est rase, c'est simplement qu'il est au niveau de l'équateur céleste. L'équateur céleste est projeté à 35 degrés à peu près dans la sphère céleste. De plus, en fonction de l'angle Z, les dimensions de l'ovale lumineux varient. La seule dimension fixe est donc H, tandis que les autres sont continuellement variables. Pour cette raison, cette dimension H est divisée en 100 parties ou unités modulaires, indépendamment de sa réelle dimension, et sur la ligne méridienne sont gravés les mêmes modules. Grâce à un simple calcul trigonométrique, il est possible de déterminer le centre de l'image solaire projetée pour une date de l'année. Inversement, à partir d'un point défini sur la ligne, il est possible de déterminer la date correspondante. Donc le calcul de l'angle zénital. Donc en faisant tangente de Z étant égal au côté opposé, étant le résultat de la division du côté opposé par le côté adjacent, tangente de Z égale grand L sur H, donc grand L sur 100. Si le soleil forme à midi un angle Z de 45 degrés, le centre de ses rayons a une longueur L de 100 modules, étant donné que tangente de 45 degrés égale 1. En supposant que la mesure de la ligne méridienne soit équivalente à 80 modules, nous avons
tangente de z égale 80 sur 100, soit 0,8. Donc z égale 38,65 38 degrés, 39 secondes et 39 minutes et 35 secondes. Alors ça, c'est pour le calcul de l'angle zénithal. D'autres calculs que permet la méridienne, c'est le calcul de la distance entre le point vertical et le centre de l'image projetée. À la date de l'équinoxe, lorsqu'à midi, le Soleil a exactement traversé l'équateur, la valeur de l'angle zénithal coïncide avec la latitude locale. Pour Bologne, la latitude étant de 45 degrés et 30 minutes, nous obtenons L égale petit h fois tangente de 45 degrés et 30 minutes égale 101,76 modulé. Pour toute autre date, la valeur angulaire z correspond à la somme de la latitude avec la déclinaison solaire, à savoir z égale latitude plus ou moins, alors ça dépend en fait ah merde, voilà, en fait il y a un symbole qui manque, c'est ce symbole-ci. Et si c'est plus ou moins, ça dépend si justement le Soleil est au-dessus de l'hémisphère de l'équateur céleste ou en dessous. C'est comme ça qu'on retrouve la latitude. Donc durant les solstices, en fait, pour obtenir la valeur de l'angle zénithal, il faut ajouter la latitude à la déclinaison solaire. Mais la déclinaison solaire soit est positive, soit est négative en fonction de la position du Soleil, s'il se trouve en dessous de l'équateur céleste ou au-dessus de l'équateur céleste. Et du coup, durant les solstices, la déclinaison solaire étant égale à plus ou moins 23 degrés et 26 minutes, on obtient à Bologne, pour le solstice d'été, z égale 45 degrés 30 minutes plus 23 degrés 26 minutes, et on obtient 24 degrés 04 minutes. Et au solstice d'hiver, on procède le même calcul, sauf que cette fois on retire 23 degrés 26 minutes, et au solstice d'hiver, l'angle zénithal égale 68 degrés 56 minutes. Donc voilà, après, à partir de ces deux données, on arrive à avoir la longueur de L, donc la longueur entre le point vertical et le centre de l'image solaire. Donc on peut déterminer que la longueur de L au solstice d'été fera 40,53 modules, tandis que la longueur de L au solstice d'hiver fera 259,60 modules. Donc calcul de l'aube du coucher pour un jour donné. Alors j'ai mis ce calcul, mais effectivement il y a une donnée que j'ai repris d'un ouvrage sur la méridienne de Cassini. Il y a des données dont je ne suis pas sûr, alors je vous présente quand même parce qu'il est vraiment intéressant pour le résultat qui permet d'obtenir, mais il s'agit de calculer d'abord l'angle horaire du jour donné. Donc l'angle horaire c'est l'angle que va former en fait le Soleil à l'intérieur de la sphère céleste durant sa trajectoire journalière. Donc il s'agit d'abord de calculer l'angle horaire du jour donné et de diviser par 15. Alors voilà, c'est ça que je ne comprends pas, c'est la division par 15. Je ne sais pas d'où elle sort. Enfin, je finirai par tout. Oui, mais le truc c'est que... Pourquoi 15 Voilà, c'est ça que je ne comprends pas. Enfin voilà, mais je pense qu'elle est vraiment... à mon avis, je finirai par comprendre. Donc il s'agit de calculer d'abord l'angle horaire de T, jour donné, de le diviser par 15, ce qui nous donne la demi-journée d'ensoleillement. Donc cos de T égale moins la tangente de la déclinaison fois la tangente de la latitude. Et la demi-journée d'ensoleillement égale T divisé par 15. La valeur obtenue sera alors ajoutée ou retirée à 12 afin d'obtenir le résultat recherché. Par exemple, latitude de Bologne, 40 degrés 30 minutes, déclinaison le 22 mai, plus 20 degrés 09 minutes, cos de t égale moins tangente de 45 degrés 30 plus fois tangente de 20 degrés 09, ce qui nous donne t, donc l'angle horaire égale 111,9253 degrés. La demi-journée d'ensoleillement étant égale à cet angle horaire divisé par 15, ce qui nous donne 7 heures, 27 minutes et 42 secondes. Donc l'aube locale, 12 moins cette somme, nous donne 4h32, 32 minutes et 18 secondes, et le crépuscule local nous donne 19h, 27 minutes et 42 secondes. On voit vraiment que c'est un appareil qui permet de faire une somme de calcul incroyable. Alors c'est sûr, maintenant, ça a perdu de sa
ça n'a rien de fascinant de donner des heures de crépuscule et d'hommes, mais à l'époque, avec une telle précision à la seconde près, ça relevait de l'exploit. Alors, les autres observations que permet la méridienne, ce sont la détermination des signes zodiacaux durant l'année. Donc, habituellement, les méridiennes, alors, ça, j'ai l'image après, voilà. Donc voilà, là il faut imaginer qu'en fait il y a tous les mois, tous les signes sont représentés le long de la méridienne. Oui, parce qu'il faut que tu peut-être décrives tout ce qui est écrit là. Ah, là c'est donc, ça doit être... Bon, je crois que c'est le bélier, et là c'est le verseau. Je suis pas bon. Il faut imaginer qu'il y a toutes les maisons, les 12 maisons sont représentées 2 par 2 en fait. Donc, c'est le 20-23 de chaque mois que l'astre solaire passe d'un signe à l'autre. Ces dates de changement de signe coïncident approximativement avec les déclinaisons solaires suivantes. Donc 0, quand elle est au niveau de l'équateur céleste, plus ou moins 11 degrés 28 minutes, plus ou moins 20 degrés 09 minutes et plus ou moins 23 degrés et 26 minutes. En fait, on voit que durant l'année, quand elle se retrouve au niveau de l'équinoxe, le soleil va former l'ensemble au cours de l'année, ce qu'on appelle l'analème, et qui représente un grand mix. Et en fait, en suivant les différentes déclinaisons du soleil, on retrouve tous les mois, tous les signes zodiacaux. Par exemple, au solstice d'été, ça nous donne solstice d'été, on a le cancer. Voilà, solstice d'été, le cancer. Après, on redescend, on a le lion, la vierge. Là, on passe l'équateur céleste. Donc là, on est au niveau de l'équinoxe. Et en dessous de l'équinoxe, ensuite, on a Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne. Donc là, le soleil remonte, donc là, on est au solstice d'hiver. Capricorne, Verseau, Poisson. Là, de nouveau, on va repasser les équinoxes. Verseau, Poisson, Bélier, Gémeaux, et voilà, on termine, on revient au solstice d'hiver. Donc pour conclure, nous allons voir le récit de la construction de la méridienne. Donc Cassini a écrit un traité de Meridiana qui explique quelles méthodes il a utilisées pour construire cette méridienne, parce que c'était le problème de Dancy, c'est de ne pas avoir fait une méridienne suffisamment précise ou du moins suffisamment solide pour résister au temps. Et Cassini a de plus trouvé une solution pour faire passer la ligne méridienne entre certains poteaux, entre certaines colonnes, ce qui permettait d'avoir une méridienne beaucoup plus longue, ce que n'avait pas réussi à faire Dancy. Donc en 1655, Jean-Dominique Cassini eut donc le privilège de reconstruire à San Petronio une méridienne bien supérieure à celle de Dancy. Après d'attentives recherches, il trouva le point optimal pour placer l'œilleton, se situant au centre de la 4e voûte de la nef gauche. La ligne méridienne devait s'étendre de manière transversale dans la nef gauche, dans la nef gauche, en effleurant la première et la seconde colonne. Là, on voit bien, la nef gauche est dans la nef lambda. Et on voit bien la méridienne placée entre la première et la seconde colonne. À la suite de son étude préparatoire, Cassini informa le Conseil de Bologne qui en approuva les travaux. Donc voilà, là c'est le texte en fait où il explique quelle méthode il a suivi pour la construction de cette méridienne. Et du coup, avec Giovanna, on a pu essayer d'en retirer, d'en faire une traduction. Alors, c'est très compliqué parce que c'est l'italien du XVIIe siècle. Donc, j'ai fait en sorte de faire un résumé de ce qui est dit par Cassini parce que c'était très dur à citer tel quel. Après avoir défini la position exacte de l'œilleton sur la voûte, un bloc de marbre fut cimenté en ce point, ayant au centre un grand trou. Sur son plan horizontal, on fixa une plaque de cuivre souple dans laquelle fut creusé le vrai œilleton. Son diamètre correspondait à la 1000e partie de la hauteur pneumonique.
Il fut ensuite pratiqué une ouverture partielle du toit pour faciliter durant l'hiver l'entrée des rayons solaires. Du centre de l'œilleton, on fit descendre un fil souple de cuivre attaché à un poids qui arrivait dans un récipient contenant de l'eau afin d'annuler les oscillations du pendule. Le but était de déterminer sur le sol le point vertical. Ensuite fut définie la dimension précise du gnomone, c'est-à-dire la distance œilleton-sol. Elle correspondait à 1000 pouces de pied de Paris, environ 71 et environ à 71 pieds et 5 pouces, 71 pieds et 5 pouces du pied de Bologne, soit 27 mètres et 70 cm. Avant le solstice d'été de 1655 fut préparé en recherchant une parfaite horizontalité le trait du sol sur lequel les rayons solaires allaient se projeter, en vérifiant l'installation avec une série de niveaux d'eau. Le 22 juin, Cassini dessina sur le sol avec un crayon les bords de l'image lumineuse qui lentement se déplaçaient en traversant l'axe nord-sud. En utilisant une barre de bois comme un compas, il en posa une à une extrémité sur le point vertical et l'autre extrémité, il chercha la plus petite distance entre ce point et le bord que l'image solaire avait décrit sur le sol. En utilisant un câble tendu aligné sur 2 points, il obtint avec précision la direction de la ligne méridienne. En voulant obtenir une ligne horizontale parfaite sous le câble tendu, afin d'obtenir une ligne horizontale parfaite sous le câble tendu, un canal d'eau fut construit dont les bords étaient parallèles au liquide. Et donc en fait, pour faire les niveaux, ils ont utilisé un système de rigole avec un petit canal d'eau. Et donc c'était comme ça qu'ils obtenaient. Ils n'avaient pas le niveau avec la bulle verte. Et alors c'est assez étrange, mais ils ont construit ça faisait 2 petits canaux qui en fait ont été enlevés bien sûr par la suite, mais qui jouxtaient la méridienne, la ligne méridienne étant la ligne métallique qui passe au milieu. En continuant les travaux, dans la partie occupée par le canal d'eau, il fit remplacer le câble tendu par une longue ligne de fer qui matérialisait la véritable ligne méridienne. À ses côtés, différents parcours trouvèrent leur place, réalisés avec des plaques de marbre réunies tête bêche. Un parcours était constitué de marbre long de 2 parties modules de la hauteur mnémonique avec les chiffres respectifs. Donc voilà, la hauteur mnémonique est juste ici. Là c'est là, on ne voit pas très bien, mais donc on a forcément comme la longueur entre le point vertical et le centre de l'image solaire est beaucoup plus long que la hauteur mnémonique, ça dépasse les 100 modules, on arrive jusqu'à 200 modules. L'autre parcours étant constitué de marbre long comme la tangente de chaque degré zénital donné par l'instrument, et donc de 1 degré à 68 degrés avec une numérotation respective. Donc voilà, à la fois on va avoir la longueur, en même temps on va avoir l'angle zénital, et de plus on a le signe zodiacal de l'année. Il y a toute une série d'informations simplement avec une seule donnée, à savoir la projection de l'image solaire. Avec cette simple donnée, on a toute une série d'informations astronomiques. À l'extérieur de la ligne, il fit fixer des marbres. À l'extérieur de la ligne, il fit fixer des marbres avec des signes du zodiaque correspondant aux dates de projection. D'autres plaques plus petites indiquaient les heures entières des levées du soleil. La fin du travail eut lieu le 21 décembre, jour du solstice d'hiver, où fut tracé le grand ovale qui indiquait au sol l'image du soleil. À cette occasion, à la suite des vérifications de dimension, il s'avéra que la distance sur la ligne entre le point vertical et le centre du solstice d'hiver correspondait à la 60 millième partie de la circonférence de la Terre. Bon, ça c'est un pur hasard. Donc, avec étonnement, ils se rendent compte que la longueur de la méridienne en fait est égale à l'époque, ils venaient d'avoir un nouveau calcul de la circonférence de la Terre. Il se trouvait que la méridienne était égale à la 60 millième partie de la circonférence de la Terre. Un tel rapport parfait, particulièrement significatif, entraîna émerveillement et satisfaction, parce que c'était le résultat d'une série de hasards. La grande méridienne était finalement terminée, du fait de son exceptionnelle qualité à vérifier les dimensions du diamètre apparent du Soleil. Cassini l'appela son instrument héliomètre. Voilà, c'est fini.